Bonjour Stéphane Roussel. Bonjour, j'allais. Ravi de vous accueillir tout particulièrement dans cette série d'interviews de leaders emblématiques engagés que propose la communauté Les Entreprises s'engagent. Maintenant, vous commencez à les connaître, c'est une fois par mois. Alors Stéphane, vous avez été DRH de grands groupes très reconnus, Carrefour, SFR, Vivendi. Vous avez aussi été président de SFR et de Gameloft et membre du directoire de Vivendi, dont vous présidez aujourd'hui la fondation. Alors déjà, première question, comment allez-vous? Bien, très bien, parce que j'ai la chance d'être en position de pouvoir distribuer du bien et du bonheur, donc c'est plutôt agréable. Alors, on espère exactement. Et justement, alors revenons à vous êtes reconnu comme un des grands dirigeants français depuis de nombreuses années, et surtout vous en particulier, comme un capitaine. Vraiment, c'est ce qu'on dit de vous, que vous êtes un capitaine qui sait entraîner les femmes et les hommes dans les entreprises qu'il engage et dans les engagements qu'il peut prendre. Mais tout au début, en fait, de votre carrière, vous ne vous destiniez pas au monde de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces débuts? Oui, j'ai eu la chance de faire des études de psychologie. Et mon destin, à ce moment-là, c'était plutôt de m'occuper des enfants psychotiques. Et si je n'avais pas eu l'obligation de faire un stage en entreprise, je crois que c'est ce que je ferais. Donc, c'était pas écrit que j'aille en entreprise, que je fasse une carrière de DRH et encore moins de dirigeant. Donc, les choses sont venues au fur et à mesure des rencontres. Et justement, les rencontres, je pense que ça joue un rôle important. Et j'ai l'impression que vous n'avez ce souvenir des enfants en situation de handicap, donc psychique, ne vous a jamais vraiment quitté. Est-ce que ces souvenirs ont eu un rôle dans la suite de votre exercice des professions que vous avez eues? Oui, puisqu'en parallèle de mes professions, j'ai toujours été engagé dans des sujets sociétaux, hein, que ce soit avec le psychodon, que ce soit avec les entreprises pour la cité, que ce soit... Donc, j'ai toujours eu en arrière-plan cette idée-là, puisque finalement, ce n'est pas deux mondes différents. On pourrait penser que le monde clinique est complètement différent du monde de l'entreprise, mais vu les enjeux, surtout depuis le Covid, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de croisements. Mais votre engagement à vous avait commencé bien avant le Covid. Hein. Ah oui, c'est sûr. Il y a une accélération là, oui. Mais c'est vrai que... qui vous donne raison, mais vous y étiez depuis très très longtemps. Depuis 1985 effectivement, où rapidement, parce que j'ai eu la chance de faire ces études-là, je me suis aperçu que tous ces sujets étaient liés et qu'une entreprise digne de ce nom devait s'occuper de la cité avec un grand C de toute façon. Et justement, aujourd'hui, on a l'impression que les entreprises jouent un rôle, ou en tout cas que les collaboratrices et collaborateurs attendent que l'entreprise joue un rôle. C'est un changement de société quand même majeur. Vous devez être très satisfait de ce qui est en train de se passer en ce moment, non? Ah oui, c'est vrai que dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, aussi vite. On le disait dans les années 90 et ça devient une réalité. C'est vrai que maintenant, ceux qui ont la chance de pouvoir choisir leur job, hein, donc qui ont fait des études soutenues. Donc les talents, comme on dit. Les talents, on voit bien que dans les critères de choix, c'est vrai que c'est plus simplement, et de loin, c'est plus la rémunération, c'est la possibilité de pouvoir faire quelque chose d'autre que son métier. Et donc ils choisissent ces entreprises en fonction de leur engagement. C'est devenu vrai depuis maintenant bien 5 ans, et on le voit, je le vois très bien, j'ai des gens qui sortent d'HEC, de grandes écoles d'ingénieurs, et qui choisissent de rentrer dans des associations comme We Take Care, comme Entreprises pour la Cité que je dirige. Donc je vois bien que les choix sont faits et que c'est vrai. On en parlait avant, là c'est devenu vrai. Et qu'est-ce que ça dit de notre société d'après vous? C'est plutôt moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience, elle est venue par l'environnement aussi. Donc il y a les deux jambes, je dirais qu'il y a l'environnement et le sociétal. Et c'est vrai que les jeunes en particulier voient le mur plus proche que nous. Donc il y a une urgence qui fait qu'on ne peut plus simplement se dire « je le ferai un jour ». On veut le faire maintenant, tout de suite, dès le début de la carrière, et pas quelque chose d'annexe. Oui, c'est le centre. C'est ici et maintenant, et qu'il n'y a plus à attendre. Et pour vous, comment vous définiriez un leader engagé? Leader engagé, c'est celui qui va montrer l'exemple dans sa vie autre que le métier qu'il fait. Parce que sinon, si c'est intégré simplement à ce qu'il fait, ça ne suffit pas pour être engagé.
et qui va entraîner les autres. Parce que le but, ce n'est pas soi-même de se faire plaisir en faisant plaisir, c'est aussi de pousser les autres, de les inciter à faire la même chose. Ça d'être un peu le capitaine, la figure de proue pour avancer. Donc une des questions subsidiaires qui devait arriver plus tard, mais je vais vous la poser tout de suite. Est-ce que l'entreprise peut être engagée sans que son leader le soit, sans que les leaders en haut le soient? Est-ce que le bas peut aussi inspirer le haut de la pyramide? Heureusement, oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Pour les petites entreprises, si le dirigeant n'est pas engagé, c'est dur pour les autres. Pour les grandes entreprises, c'est mieux que le dirigeant soit engagé, mais maintenant c'est tellement inspirant, c'est tellement installé que de toute façon, heureusement, que la base peut elle-même pousser effectivement pour le faire. Et puis dans les grands groupes dans lesquels vous êtes passé et que vous êtes encore, il me semble que les clients et les investisseurs, en fait ce qu'on appelle toutes les parties prenantes, aujourd'hui demandent autre chose aux entreprises. Oui, alors c'est pour ça que je travaille sur la raison d'être, sur les entreprises à mission. La raison d'être, c'est rien d'autre que de montrer que l'entreprise a une autre raison d'être que celle que de faire du profit. Et ça devient une réalité tangible pour toutes les parties prenantes. C'est vrai pour les clients, pour les collaborateurs, pour les actionnaire. Il faut le prouver. Donc la grande nouveauté, c'est qu'il y a un courant depuis une dizaine d'années qui fait que la raison d'être doit être collée à... La raison d'être de l'entreprise doit être collée à son activité. Avant, un dirigeant aimait l'opéra, même s'il était patron de Veolia ou de je ne sais pas quelle entreprise, il pouvait le faire. Là, personne ne verrait le sens à ça. Donc il faut qu'il y ait un sens entre ce que vous faites et évidemment le choix sociétal que vous faites. Alors, je prends l'exemple de Vivendi que je connais bien. Il est évident que pour nous, ce n'est pas ramasser des algues sur la plage. Ça va être plutôt de faire quelque chose autour de l'égalité des chances d'accès à la culture sur nos métiers. Donc il y a cette nécessité de dire que ce que l'on fait pour le business, on le fait aussi pour la société, mais il faut que ça ait un rapport pour que ça soit crédible auprès de toutes les parties prenantes. Et il me semble que c'est une conviction que vous aviez bien avant cette histoire de raison d'être et d'entreprise à mission. Je vous ai déjà entendu dire qu'il fallait que l'engagement soit proche du cœur business. Parce que quoi d'ailleurs, justement? C'est vrai. Expliquez-nous. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal, parce qu'on me dit, donc c'est donc du business. Je dis non, c'est les deux. Oui, il faut que ça soit proche, pour que c'est du sens et que ça soit crédible auprès de toutes les parties prenantes. Parce que sinon, on va se demander pourquoi on le fait. Quel sens ça a dans la logique? Il ne faut pas opposer, souvent, en France en particulier, on oppose l'économique au social, on oppose le sociétal au profit. En fait, tout ça, c'est la même chose. Et il faut que tout rebondisse l'un avec l'autre. Et j'engloberai maintenant un autre acteur, en parlant de parties prenantes, et c'est les entreprises s'engagent d'ailleurs, c'est l'État, qui, surtout ces derniers temps, ont donné une impulsion incroyable pour que les acteurs, y compris l'État, ensemble, travaillent sur les sujets de société. Mais effectivement, merci de le souligner. C'est vrai que la communauté Les Entreprises s'engagent, c'est donc un acteur public-privé. Et on sent aussi qu'il y a eu une prise de conscience, que vous avez l'air de saluer, de l'importance de travailler ensemble. Ah oui, ça c'est nouveau. Il y avait des associations qui faisaient ça, il y avait des entreprises qui le faisaient. D'abord, on a essayé de rapprocher les deux. C'est le travail des entreprises pour la cité d'ailleurs. Et puis vous aviez le gouvernement qui faisait ces programmes. Et depuis maintenant 4-5 ans, on voit que c'est ensemble. Et les entreprises s'engagent, c'est ensemble. Ce n'est pas de manière séquentielle, chacun de son côté. C'est tous ensemble. D'ailleurs, il y a un comité où on est réunis pour définir les actions. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Le sujet du mentorat, par exemple, ça se fait avec le gouvernement. Et d'ailleurs, une des pistes, ça serait de reconnaître les citoyens et donc les collaborateurs engagés, à la fois par l'entreprise et par l'État. Oui. Ça, c'est une idée, c'est un peu mon dada que je pousse depuis longtemps, mais là, on me dit que ça avance, pour que ça soit une reconnaissance à la fois de la France et de l'entreprise. Ça veut dire, par exemple, dans l'entreprise, effectivement, vous êtes engagé dans le mentorat avec la même équipe, avec un jeune une solution, un jeune un mentor. L'idée, c'est que dans l'entreprise, ce soit reconnu en matière RH, c'est-à-dire que dans les évaluations, typiquement, cet engagement-là puisse être valorisé. C'est bien ça? Oui. Et côté État, qu'est-ce que ça peut être? Alors, c'est peut-être une reconnaissance, un peu comme, alors peut-être pas une légion d'honneur ou un ordre du mérite, mais quelque chose de symbolique, parce que c'est pas de l'argent. Et pour l'entreprise, la reconnaissance, elle est souvent des RTT qui sont donnés pour aider les actions que supporte l'entreprise. Donc, indirectement, il y a une aide, mais elle n'est pas directe, c'est pas une prime qu'on donne, c'est pas...
c'est pas non plus, c'est une reconnaissance de l'action d'engagement. De la possibilité de s'engager. Et si en plus l'État donne ce statut, ça peut être même une reconnaissance comme un PILS, ça peut être ce qu'on veut, mais c'est pas, il faut pas que ça soit monétaire. Il faut juste que ça soit une reconnaissance. Oui, tu es un collaborateur engagé pour ton entreprise, mais c'est aussi bien pour l'État. Pour la société. Pour les jeunes éloignés de l'emploi, si on va dans une association qui va aider à trouver, qui est sponsorisée par l'entreprise, ben c'est bien pour l'État aussi. Donc tout ça, ça doit se faire ensemble. Et vous, dans vos différents engagements, est-ce qu'il y en a deux, je ne vais pas dire que un parce qu'on resterait sur notre fin, deux engagements dont vous êtes particulièrement fiers? Ils peuvent être plus anciens, ils peuvent être très récents et que vous avez envie de partager avec nous. Bah, il y a sans doute les entreprises pour la cité, parce que celui-ci, j'ai la chance de pouvoir prendre la balle après Claude Bébéar et Jean-Paul Bailly. L'idée, c'est justement de rassembler toutes les initiatives des entreprises, en particulier sur les sujets de la diversité et en général de société, pour emmener le plus d'entreprises à le faire, avec des animations de benchmark, etc. Ça, oui, parce que ça a un effet d'échelle qui fait que voilà, je suis plutôt content que ça fonctionne. C'est d'ailleurs les entreprises pour la cité qui gèrent la charte de la diversité. Tout à fait, où il y a plus de 5000 signataires. Ce qui est quand énorme. Même, ouais, ça commence à être... et donc, voilà, voilà, je dirais que je suis, alors fier, c'est un grand mot, mais je suis content en tout cas qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui s'engagent. Et puis, alors, plus récemment, c'est l'hôpital américain qui... Je ne suis pas médecin et l'hôpital américain est un lieu d'excellence et depuis que je suis arrivé, je développe aussi une verticale, je dirais, pour la recherche et également pour la RSE, c'est-à-dire comment aider les plus démunis en Afrique ou autres à pouvoir avoir accès à la Donc médecine. vous revenez à l'engagement avec le cœur du métier, c'est ça? Oui, oui, oui. Oh ben, très bien, donc ils ont de la chance de pouvoir avancer là-dessus avec vous. Et aussi, est-ce que vous avez connu des échecs? Alors, je parle aux psys que vous êtes, qui sont parfois plus des leçons d'ailleurs, peut-être, que les réussites. Est-ce qu'il y en a un que vous auriez envie de partager avec nous pour que ça nous serve aussi de leçon, d'exemple? Oui, je ne sais pas si c'est un échec. En tout cas, oui, ça n'a pas pris l'ampleur que je voulais. J'avais fait le pari quand j'étais PDG d'SFR, plutôt que de faire des pubs, une énième pub sur la vente de solutions téléphone, c'est de faire quelque chose autour de l'ascenseur digital et de montrer qu'une marque pouvait aussi emmener les plus démunis vers une vie plus simple grâce à ces solutions et grâce à la téléphonie. Donc c'était une publicité qui était quand même axée sur cette idée d'égalité des chances d'accès à Internet, d'accès à la téléphonie avec des dons, etc. Mais certains on dit, bah oui, ils essayent de récupérer ça d'un point de vue publicitaire pour vendre leur... Oui, bien sûr, mais ce n'était pas le but initial. Donc, je pense que maintenant, ça passerait mieux. Mais c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait toujours des soupçons sur pourquoi une entreprise mettrait-elle de l'argent sur des sujets sociétaux. En France, immédiatement, il y a une méfiance, alors que finalement, compte tenu de notre conversation, c'est naturel. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Donc, c'était un peu comme sur l'exemple de l'ascenseur social. Voilà, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur digital, ça veut dire la technique, la techno, les métiers au service voilà, de l'ascenseur social, en fait. Exactement. Alors, à l'interne, c'était très bien compris. Les associations aussi. Mais vous avez toujours des consommateurs qui vous disent, oui, mais pourquoi ils sont légitimes là-dessus? C'est ça le problème, le paradoxe un peu en France, c'est quand vous faites rien, vous dites vous faites rien, puis quand vous faites quelque chose, bah oui, ils font ça parce qu'ils sont intéressés. Bon, tant pis, il faut quand même le faire, mais c'est compliqué à expliquer bien sûr. Parce qu'il y a toujours cette méfiance sur l'entreprise en France. En général, tout ce que fait une entreprise, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, je pense, une des vertus d'une communauté, les entreprises s'engagent par exemple, c'est de rassembler les associations, les entreprises et l'État, et de travailler ensemble et de dire qu'il n'y a rien qui est grossier dans cette histoire. On peut être une entreprise qui rapporte, qui est performante, bien au contraire, et quand même agir. Et vous semblez dire que les mentalités ont évolué là-dessus, hein, puisque ce que vous dites, c'est que chez SFR, vous étiez engagé dans quelque chose proche de votre savoir-faire métier, et on vous regardait un peu de travers, mais aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Donc les mentalités ont bougé grâce à ces engagements. Je pense, mais vous voyez, l'État, on lui fait un petit procès d'intention quand même. On lui dit, mais au fait, pourquoi finalement on fait la France Travail qui mélange les sujets de RSA, voilà. Tout de suite on dit, bah oui, on veut faire travailler les gens. Je dis, bah oui, mais avec les entreprises. Mais ça n'est pas
pour ça que c'est un nouvel esclavage, c'est n'importe quoi. Donc il y a toujours ce courant de méfiance. Quand on veut arranger les choses et qu'on veut aider, il y a toujours une petite voix qui essaie de dénoncer, de faire des procès d'intention. C'est quand même un sport. Alors c'est très minoritaire, mais c'est quand même agaçant. Oui, mais ça n'empêche pas d'agir. Ça n'empêche pas d'agir. Et finalement, la grande majorité comprend, contrairement à ce qu'on pense. Et d'après vous, c'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais votre engagement, vos engagements, ou la ligne directrice de vos engagements, elle apporte quoi à la société? Ce qu'elle apporte, c'est justement la mise en cohérence entre ce qu'on aimerait bien faire, c'est-à-dire le plein emploi, et que les plus éloignés de l'emploi, je prends cet exemple-là, mais c'est vrai pour tous les sujets de celui-ci est tellement criant qu'on voit bien l'évidence. On n'est plus ce problème-là, puisqu'on a besoin des personnes aussi. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le taux de chômage et puis le fait d'être en pénurie. Et pourquoi? Parce que le travail n'est pas valorisé à juste titre. Il faut expliquer ce que c'est et en quoi ça peut développer une personne. Là, c'est vécu comme encore quelque chose qu'il faut faire. Et on voit bien même le débat sur la retraite. C'est comme si le fait de travailler était aliénant et qu'il fallait mieux, il faut s'arrêter le plus vite possible, ce qui n'est pas vrai la plupart du temps, à part sur certains cas. Mais oui, bien sûr. Cette idée-là est quand même bien ancrée. Et le fait de la déverrouiller en revalorisant le travail dans le sens intérêt, d'un seul coup, vous ouvrez une voie qui est beaucoup plus valorisante pour tout le monde. Je vais m'adresser aussi aux psy à ce moment-là, quelque chose qui n'était pas prévu, mais ça vient de passer dans ma petite tête. J'ai l'impression que le travail est un pilier. En tout cas, dans vos engagements, vous l'avez pris comme étant un pilier pour tout le monde, pour se sentir bien, pour être valorisé, pour pouvoir... Est-ce que c'est ça? Est-ce que votre engagement, finalement, il se trouve, en tant que super DRH, toujours autour de la valeur travail? Oui, alors la valeur travail dans le sens global du terme. C'est-à-dire qu'on peut travailler en association gratuitement, c'est du travail. Une mère de famille, c'est du travail. En fait, derrière le mot travail, il y a l'engagement pour les autres. En fait, c'est faire quelque chose pour les autres, en fait. Travailler, c'est ça. Oui. Quand vous commencez à être tourné sur vous-même seulement, c'est là où les ennuis commencent, parce que vous tournez en rond et d'un seul coup, le monde extérieur devient un adversaire. Et c'est là où vous commencez à fantasmer sur l'État vous en veut, les autres, voilà, l'enfer, c'est les autres. Donc l'engagement serait quelque chose de commun aux êtres humains? Oui, le fait de donner, l'envie de donner, c'est la joie de donner, c'est vraiment peut-être le fil rouge. Oui. Et quand on ne le fait pas, on est aigri, on commence à croire que c'est l'environnement qui vous empêche de vous développer, et puis on rentre dans un cercle vicieux. Donc c'est cet honneur et cet amour-propre qu'il faut redonner le plus possible, à mon avis. Et qu'est-ce que vous pensez que votre engagement apporte à votre environnement proche, à votre famille, à vos collaborateurs les plus proches? Je pense que ça donne envie de participer, de le faire également, parce que finalement, ça n'a rien de magique. On voit bien que là, pour le coup, c'est un cercle vertueux. Plus vous le faites, plus on vous demande de le faire, plus vous pouvez emmener d'autres. Et c'est un cercle qui s'élargit très vite, en fait. Donc, peut-être que le plaisir que j'ai, c'est que maintenant, un simple geste a une ampleur plus grande. Parce que vous emportez plus de monde avec vous. Oui, parce qu'il y a plus de monde. Et que j'ai la chance d'être dans plusieurs cercles. Et que je peux emmener avec un tour de manivelle beaucoup plus de monde. J'ai cette chance-là. Oui, donc avec un impact plus important. Oui, certainement. Oui. Une des devises des entreprises s'engage et demain l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Je suppose que ça vous inspire, ça. Oui, bien sûr. Oui, parce que de toute façon, elle sera éliminée si elle ne le fait pas. Déjà, si on regarde le côté négatif, elle ne sera pas choisie par les futurs collaborateurs, par les clients, par les parties prenantes, comme vous l'avez très bien expliqué. Donc, elle s'élimine. Ça, je dirais que c'est la mauvaise raison, parce que c'est parce qu'il faut le faire. La bonne raison, c'est qu'on voit aussi que celles qui le font, d'un seul coup, et c'est ça la nouveauté qu'il fallait prouver, ont plus de résultats. Et c'est là où j'insiste beaucoup, où d'un seul coup, l'économique rejoint le social. Parce que souvent, on pensait que c'était deux jambes différentes et que l'un était antinomique de l'autre, qu'il fallait faire les... Non, l'un emmène l'autre, en fait. La jambe droite amène la jambe gauche, etc., etc. Donc oui, il y a plus de résultats pour ces entreprises qui font ça. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que ce n'est pas un coût que l'on fait au détriment de l'économique. D'ailleurs, moi, en tant que président d'entreprise sur la cité, j'insiste sur le fait que ce que l'on fait, c'est pour le bien public, mais que ça ramène aussi plus de résultats pour l'entreprise. Il faut l'assumer et on fait d'une pierre deux coups.
D'où peut-être l'importance de ces diverses casquettes qui permettent d'être aussi bien côté entreprise que côté association, parce que ça me faisait penser à qu'est-ce que vous pensez que les associations attendent aujourd'hui des entreprises et vice-versa? Alors, de travailler en commun, l'un comme l'autre, avec l'État au milieu. C'est ça. Et franchement, là, avec la France s'engage, c'est la première fois que je vois, comme au théâtre, dans une unité de temps et de lieu, tous les acteurs ensemble. C'est ce que moi, j'ai toujours fait quand j'ai pris une entreprise, que ce soit avec des jeunes de moins de 30 ans chez Gameloft, comme à l'hôpital américain avec des médecins qui sont à travailler chacun de leur côté, et que j'emmène ensemble vers un but commun. Plus vous mettez les gens autour de la table sur un but commun, plus vous avez des chances que tout le monde, que ça réussisse. Il n'y a pas de miracle. Et vous avez aussi une expérience forcément un petit peu de l'international, notamment avec Gameloft, que vous avez présidé dans de nombreuses années. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays? Est-ce que c'est possible de faire une... Oui, il y a un fil rouge en tout cas, qui est l'envie de bien faire ensemble, et que trop longtemps les entreprises ont été un petit peu verticalisées, processisées, pour être soi-disant plus efficaces. Et que tout le monde essaie de mettre, alors les Américains appellent ça du matriciel, nous c'est le système D, chacun a son mot, mais de réussir à se mettre ensemble, ça devient une nécessité dans toutes les cultures. Bon, maintenant, après, il y a une différence de loi sur les sujets sociétaux. Par exemple, pour les Américains, avoir un taux de diversité, c'est une obligation de résultat et pas de moyens, avec un système où vous devez compter de comptabilité, ce qui est contre la loi en France, donc il faut le faire autrement. Je dirais que dans les moyens, c'est différent. Dans l'objectif final, finalement, c'est un peu la même chose quand même. Donc on pourrait imaginer des structures plus globales, avec divers pays qui prendraient des sujets ensemble. C'est ce qu'on fait. Avec l'hôpital américain, d'ailleurs, vous êtes totalement à l'international. Et avec Vivendi, la fondation Vivendi, elle va fonctionner aussi bien en Afrique qu'en France, que n'importe où. Hein. Parce que les sujets, ce n'est pas les mêmes sujets à traiter, hein, ce n'est pas les mêmes aides qu'on va apporter. Quand je vous dis l'accès à la culture, en Afrique, c'est tout simplement, parfois, il y a une association magnifique qui s'appelle Orphée. Et les enfants, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les villages, là, dans beaucoup de villages africains, les enfants qui ont un handicap psychique ou physique sont éloignés du village, sont abandonnés en forêt. Et vous avez un orphelinat qui les ramène. Et aussi, c'est par la lecture, par la culture, par la musique qu'on les réhabilite et qu'on leur redonne la joie de vivre. Bon, on va faire ça en Afrique, on ne va pas faire ça en France. En France, on va plutôt faire orchestre à l'école. On va donner les moyens financiers et d'accès à la musique et de faire des orchestres tous ensemble. Alors, évidemment, ce n'est pas la même solution, mais c'est bien le même sujet. J'ai encore plein de questions, mais évidemment, le temps file toujours trop vite. Dites-nous un mot de ce qu'apporte la culture. Là, vous parliez, par exemple, Orphée, c'est hyper intéressant. La Fondation Vivendi, c'est vrai, son essence, c'est aussi ça. Hein. Qu'est-ce qu'apporte la culture dans l'égalité des chances? C'est par là que, justement, il y a plus de chances de ne pas être... d'avoir un timbre planté dans le dos à la naissance. Parce que si vous avez accès à la culture très tôt, l'égalisation, ça commence par là. Si vous n'avez pas ça, eh bien, les enfants qui ont la chance d'aller au théâtre, au cinéma, accès à la lecture, ils ont plus de chance. Et ce n'est pas simplement parce qu'ils ont plus d'argent, c'est qu'ils ont accès, dans le sens accès, parce que ce n'est pas si cher que ça de pouvoir acheter un livre. Mais la famille ne va peut-être pas avoir le réflexe de lire un livre. Ceux qui ont accès à ça ont plus de chances. Donc, pouvoir donner accès à la lecture plus tôt, ça donne plus de chances. Je pense que la culture amène tout le reste après. D'ailleurs, souvent, on voit bien que dans la réussite professionnelle, c'est souvent la différence culturelle et pas simplement le niveau d'études qui fait la différence, en fait. Exactement. D'où des associations comme Télémac qu'on aide d'ailleurs, en termes de mentorat, parce qu'elles ont compris que c'est dès la 5e qu'il fallait emmener, pas seulement aider les enfants à faire leurs devoirs, mais les emmener à l'opéra, de les emmener au cinéma, de les emmener dans les musées, parce que c'est là où il y a les codes. C'est là où quelque chose se débloque. Et l'entreprise rêvée, du coup, si on pouvait se projeter dans 10 ans, cette entreprise qui sera engagée ou ne sera pas, est-ce que vous avez des idées à partager autour de ça? Je pense que c'est là où il y aura le moins de frontières entre les mondes professionnels et personnels. Ça ne veut pas dire que qu'on n'a pas de moment à soi complètement différent, mais où il n'y a pas artificiellement deux mondes, dans le temps ou dans l'espace.
C'est-à-dire qu'il y a encore 50 ans, il fallait aller à un endroit pour travailler, il fallait des heures pour travailler. Et on voit bien que c'est absurde. Dans la plupart des emplois qualifiés, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ne comptent plus les congés payés. On vous recrute, vous faites ce que vous voulez. Partez en vacances, partez pas en vacances, on ne calcule plus. D'accord. Ça a beaucoup de startups, start-up, etc. Job mais oui, parce que c'est absurde. Quand je parle pour les emplois qualifiés, encore une fois, et ça va être de plus en plus le cas. Pareil pour le travail. Et ça, le Covid a eu un effet bénéfique. Alors ça, c'est sûr. Donc, finalement, le Covid nous a bien aidés. Là-dessus, oui, je pense réellement, il y a une prise de conscience de la nécessité de travailler autrement qui est irrémédiable. Pourquoi? Parce que on a eu une prise de conscience de la fragilité de l'être humain, de l'urgence. Oui, et que ça marchait. Moi, j'étais le premier. J'ai beau être un chantre de ça. Quand il y avait 4000 personnes chez Gameloft qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus aller au studio faire les jeux, je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'est super bien passé. Oui. Oui. Et même, et là, c'est émouvant, même en Ukraine, quand même. Oui, parce que on a un studio en Ukraine, à Kharkiv. Moi, ils m'ont demandé de continuer à travailler, parce que comme ils avaient pris l'habitude en Covid de travailler de chez eux, ils ont continué à travailler. Partant de guerre, et là, on revient... Comment je peux vous aider? Alors, on leur a envoyé évidemment de l'argent d'avance de leur salaire, mais ils nous ont dit surtout, ne nous enlevez pas les jeux, on veut pouvoir. Donc, ils faisaient la guerre, ils aidaient leurs parents et ils font des jeux en même temps. Là, effectivement, on revient à cette valeur travail, à ce que vous parliez. Oui. C'est eux ils me l'ont envoyé ce message. Alors, surtout, ne croyez pas nous faire plaisir en nous exemptant de travailler, surtout pas. Ça doit être ça quand on dit le travail, c'est la santé. Un peu quand même. Alors après, encore une fois, il faut aussi, parce que le monde est fait plein d'exceptions, il y a plein de travaux pénibles, où là, effectivement, d'ailleurs, sans être polémique sur le débat dans la retraite, il est évident que ce n'est pas la même chose quand vous avez un travail pénible, et que quand vous n'en avez pas un, et donc qu'un âge pivot, c'est peut-être techniquement intelligent, mais ça n'a pas de sens en réalité, en fait, c'est vrai. C'est tout le débat, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, à la fin de cette interview, j'ai toujours l'habitude de poser des questions qui nous viennent de 20 Questions to the World pour vous connaître un peu différemment, si vous êtes d'accord. Là, tout de suite, si vous pouviez, avec qui est-ce que vous prendriez un café? Aragon, je pense. Parce que j'adore la poésie. Et voilà, donc... sympa. Donc, je pense que ce sera Aragon. On devrait pouvoir faire ça, vous voyez, peut-être bientôt avec le métaverse, on pourra faire plein de choses de ce style-là. Et pour vous, alors celle-là, je ne l'ai jamais posée, mais vous, je pense que vous saurez nous dire, selon vous, quelle est la principale caractéristique commune à tous les êtres humains? C'est l'envie à mon avis, c'est l'envie de donner. C'est l'envie de donner? Ah oui, c'est sûr. C'est vrai pour une mère, c'est vrai pour... C'est vrai. Puis quand quelqu'un a eu la chance si je comprends bien. Vous regardez quand quelqu'un arrive à 60-70 ans, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à mes enfants. Vrai. Et puis ceux qui ont eu la chance d'avoir un cercle plus large, vous voyez, ils donnent. Ils donnent beaucoup d'argent, ils donnent du temps. Vous avez envie de donner. Et ça, c'est commun quand même à la plupart de... Oui, qui est une super nouvelle en fait. Aussi. Ah oui. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que les jeunes ne vont pas attendre 70 ans pour donner. Ils veulent donner au premier jour de leur vie professionnelle. Ils ont tout compris, la jeune génération. Alors, ça, ils ont tout compris. Ils ont la chance d'avoir les moyens pour le faire, à la fois en termes de liberté et de technologie, en fait. C'est vrai. Et si vous deviez écrire un livre sur notre monde, sur le monde actuel, quel serait son titre? C'est chercher votre liberté, choses comme ça. C'est chacun quoi faire de sa liberté. C'est autour de la liberté de s'engager. Voilà, donc ça serait autour de... Parce qu'on s'enferme quand même. On dit souvent qu'on est le plus grand ennemi de soi-même, c'est quand même vrai. Donc là, on a la chance... c'est profiter de sa liberté, quelque chose comme ça? Et faire profiter les autres de sa propre liberté. Ce qui reste un peu dans le don. Oui. Oui. Très bien. Ah oui, si c'est que pour soi, ça n'a pas d'intérêt. Oui. On tourne en rond un petit peu. Et si vous deviez décrire notre planète à un extraterrestre, vous diriez quoi? Qu'on ait des enfants gâtés qui ne s'en rendent pas compte. Un peu, ça c'est un peu plus triste. Pas partout quand même. Oui, enfin, c'est quand même... ça aussi, regardez, la France est un pays où on a une chance incroyable. Oui. Regardez... Je ne veux pas être polémique, mais on a un système qui n'existe
nulle part dans le monde sur le cinéma, d'aide au cinéma, mais vous avez encore des gens qui vont dire « Ah bah oui, non, c'est pas bien, on n'aide pas le cinéma », ce qui est fou. Donc on arrive à s'auto-persuader qu'on est malheureux quand même. Oui, ne pas oublier... Il ne faut pas oublier la chance que l'on a. Oui. Sinon, on est tout le temps malheureux. Enfin, c'est absurde. Alors, en plus, les gens qui ont eu la chance d'en profiter, qu'ils envoient un message positif, ça ne me plaît pas beaucoup. Ça, je dois admettre. On doit remercier dans ces cas-là, avant tout. Et du coup, si vous aviez une question à poser au monde entier, elle serait quoi? Est-ce que vous donnez assez? Voilà, c'est dit. Voilà. Merci Stéphane merci, Roussel. Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.